Polly, j'écoute. J'ai tué mes 2 filles. Comment? J'ai tué mes 2 filles. Où êtes-vous, monsieur? Au 11 233, Creek Point Drive. Je n'étais pas dans mon état normal. Mon père n'aurait jamais fait ça en étant lui-même. Ils m'ont dit que j'avais laissé un couteau dans l'une de mes filles. J'ai paniqué et je les ai tués. Vous êtes sous traitement? Monsieur, vous prenez quelque chose? Tout a commencé avec un cachet qui paraissait miraculeux. Un cachet qui s'attaquait aux dérèglements biologiques et chimiques liés à l'anxiété et à la dépression. Le nouveau produit du groupe pharmaceutique américain Eli Lilly s'est très vite retrouvé dans toutes les bouches. Le Prozac est arrivé. Le Prozac. Et avec lui, des promesses de paix et de bonheur à toutes les personnes en profonde détresse. Une pilule qui aide les patients à s'affranchir pour devenir la personne de leur choix. Un vrai miracle. D'autres firmes ont tenté leur chance en mettant au point leurs propres antidépresseurs, souvent avec des noms à consonance futuriste. Pfizer a créé le Zoloft, GlaxoSmithKline le Paxil. Depuis le début des années 90, les ventes d'antidépresseurs n'ont jamais cessé d'augmenter. Beaucoup prétendent avoir ressenti une amélioration. En Scandinavie, 10% de la population est sous antidépresseurs. Un chiffre qui atteint les 15% aux États-Unis. Un succès rendu possible grâce à l'armée de commerciaux déployée par le groupe. J'adorais mon travail. Quand on aime ce qu'on fait, ce n'est pas vraiment du travail, c'est plutôt un jeu. J'aimais ce que je faisais. Blair Hamrick a vendu des médicaments pendant longtemps. Son travail consistait à vendre le plus d'antidépresseurs possible. On avait une phrase d'accroche pour l'un des tranquillisants. La pilule bonheur, excitation, minceur. On allait à la rencontre des médecins et on leur disait « ça rendra vos patients plus heureux, ils perdront du poids, ils arrêteront de fumer, ça augmentera leur désir sexuel. » Ce médicament est pour tout le monde. On le vendait comme on vend des petits pains. Un seul médicament pour tout. Pour la dépression, l'anxiété, les troubles obsessionnels compulsifs. Une pilule qui traite les troubles de l'alimentation sans vous faire grossir. Autrement dit, un miracle, une promesse quasiment religieuse. Mais la question demeure, est-ce vraiment possible ? Ce jour-là, c'est une bombe à retardement que l'infirmière m'a remis. Et je ne le savais pas. Je savais que c'était mal, mais pas plus mal qu'un vol à l'étalage. J'étais sous l'emprise d'un cocktail de stupéfiants licites. Un médicament approuvé n'est pas forcément sans danger. J'ai fait des choses que je n'aurais jamais faites sans ce traitement. Quand on fait taire une émotion, qu'on change votre état d'esprit, vous n'êtes plus vous-même. Ce n'était pas moi. Ceux qui prennent ces médicaments ne sont pas eux-mêmes. Mais je sais ce qui a tué mes petites filles. Ce sont les médicaments.
Est-il possible qu'une pilule affecte le cerveau humain au point de transformer un père de famille attentionné en tueur? Les groupes pharmaceutiques connaissent-ils les effets néfastes des médicaments qu'ils produisent? Chaque samedi, depuis 7 ans, cette femme roule pendant 2 heures pour rendre visite à l'homme qui a tué ses jumelles, son mari. J'aime David. Et je suis vraiment triste de ce qui lui est arrivé. Il est directement victime de ce qui s'est passé. Il est même la plus grande victime vivante de ce drame. Et je ne lui tournerai pas le dos. Comment était l'homme qui vivait dans cette maison? Mon père était très prévenant et très drôle aussi. Il me réveillait en chantant la chanson de l'un de mes groupes du moment. Les Spice Girls quand j'étais petite et les Backstreet Boys un peu plus tard. Josh est content. Et voilà papa, ça va? Joyeux Noël. Joyeux Noël. Tess, Sam, vous avez eu quoi? C'est super. C'est super. C'était le genre de personne que tout le monde veut côtoyer. C'est la meilleure manière de le décrire. Il apparaissait tout de suite comme quelqu'un de sociable, d'ouvert, de drôle. Il était plein d'esprit, quelqu'un de très vif. En 2006, David Crespi était au sommet de sa carrière. Directeur de banque dans l'une des plus grandes institutions financières des États-Unis et père de 5 enfants. David, comme nous tous, avait des difficultés. Tout le monde en a, surtout dans le domaine de la finance où il y a beaucoup de stress et de pression. Sans oublier les enfants, les factures à payer. C'est vraiment générateur de stress. Il dormait peu à cause des pressions subies au travail. Alors il est allé en parler à son médecin. Je me souviens du 11 janvier. Je me disais, ok, j'ai 45 ans et ce n'est pas facile ces derniers temps. Mais j'ai une famille fantastique et je ne suis pas si déprimé. Pourtant, il s'est vu remettre une ordonnance pour du Prozac. Vous avez un déséquilibre chimique. Je vais vous donner du Prozac. C'est presque une stratégie marketing efficace. Ce n'est pas ma faute, je suis malade. Ça nous rend vulnérables. Une nouvelle ère s'amorçait avec comme facteur clé de ce succès la théorie du déséquilibre chimique. On affirmait désormais que la dépression était due à la présence de 2 protéines de sérotonine. Ces nouveaux antidépresseurs, appelés ISRS, pallieraient le déséquilibre de sérotonine dans le cerveau. De nombreux médecins ont adhéré à cette théorie et ont prescrit des antidépresseurs pour différents types d'anxiété. Ils ne faisaient que rétablir l'équilibre chimique. D'après Bruno Müller-Orlinghausen, un éminent psychiatre allemand, pendant 10 ans à la tête de la Commission fédérale des médicaments, cette théorie a bénéficié de larges campagnes promotionnelles. Toute une série de livres et de brochures en bonne et due forme ont été écrits afin de démontrer comment la molécule de sérotonine s'accumule dans le cerveau et comment elle rend le patient heureux. Il rit à nouveau. Il est complètement libéré. Absolument fascinant. Grâce à la théorie du déséquilibre chimique, Blair Hamrick est devenu un excellent vendeur d'antidépresseurs. Notre cible était les personnes vraiment déprimées. Mais lorsqu'un médecin acceptait de prescrire ce médicament,
On cherchait à étendre la pratique. Autrement dit, on voulait qu'il ne prescrive que ce médicament. Si on y parvenait, c'est qu'on avait fait correctement notre travail. Le 13 janvier 2006, le Prozac est arrivé dans cette maison. Sept jours plus tard, David Crespi appelait le service d'urgence. Que s'est-il passé? Je les ai poignardés. Poignardés? Oui. Combien de fois? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Ok, continuez de me parler. Vous semblez un peu fatigué. C'est vraiment arrivé. Je sais, tout le monde est en chemin, ok? Ma mère est arrivée et elle nous a dit « Ils me disent que votre père a tué vos sœurs. » Elle a dit « Ils me disent que... » car on avait de la peine à imaginer que ça s'était passé. Ça n'avait pas de sens. J'étais en pleurs au téléphone avec mon père. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. J'étais en prison. Comment c'est arrivé? Personne n'aurait pu prévoir. On savait qu'il n'était pas lui-même, qu'il n'avait pas ça en lui. Que s'est-il passé? Pour une raison inconnue, il l'a fait. Depuis 17 ans, la raison de cet acte n'a cessé de le tourmenter, lui et sa famille. Je n'ai jamais été en colère contre lui, ou je ne lui en ai jamais voulu. J'étais triste pour lui. Je ne comprenais pas. À 15 ans, sa vie a soudainement basculé. Petit, il ramenait à la maison tous les animaux qu'il trouvait. Une fois, il a trouvé un écureuil blessé, il l'a ramené et il l'a soigné. Il a toujours adoré les animaux. Il n'avait pas de ressentiment envers les gens. Il n'était pas en colère contre eux. C'est pour cette raison que c'était aussi choquant, parce que ce n'était pas dans sa nature. Lorsque Chris avait 10 ans, ses parents ont divorcé, ce qui l'a beaucoup affecté. Ils m'ont emmené voir un psychiatre. Il m'a un peu parlé, puis il m'a prescrit un traitement, disant que ça devrait m'aider à aller mieux. À l'âge de 10 ans, Chris s'est vu prescrire des antidépresseurs, mais il ne les prenait pas toujours. Lorsqu'il a eu 15 ans, la semaine avant le meurtre, son médecin s'en est aperçu et il a doublé la dose. Je faisais mes devoirs et il a allumé la chaîne IFI. Le son était fort, alors je lui ai demandé de baisser, puis je lui ai à nouveau demandé « Tu peux baisser la musique s'il te plaît, j'arrive pas à me concentrer. » Il est venu vers moi et m'a frappé au visage. Mes lèvres et mon nez ont saigné. Il m'a prise par surprise. Il n'avait jamais fait ça avant. Il ne s'en souvient pas. Je pense que ça s'est passé 2 ou 3 jours avant le meurtre. Je suis entré dans le magasin. Je ne savais pas qui allait être là. Mais il y avait une femme de 40 ans qui remplissait le distributeur. J'ai levé mon arme et je me souviens que le canon s'est abaissé. Ce n'était pas intentionnel de ma part. Puis j'ai relevé l'arme, j'ai appuyé sur la détente, j'ai tiré à l'arrière de la tête et je l'ai tuée.
La fille de Mrs. Tomchuk. De toutes les personnes, c'est à elle que j'ai pris le plus. Elle était sur le point de se marier. Elle terminait ses études. Et je lui ai pris tout ça. C'est dur de vivre avec ça sur la conscience. Est-ce que certains se servent des effets secondaires des antidépresseurs pour justifier leur acte ou celui d'un être cher? Ces médicaments doivent être utilisés avec parcimonie. Il y a un certain nombre de personnes qui prennent ces pilules et qui se retrouvent dans une situation compliquée. Ils ont des pensées suicidaires, des envies de meurtre. Ils ne savent pas comment réagir. Ils n'ont pas l'habitude. Le président du Collège royal de psychiatrie, Tim Kendall, conseille les médecins sur la prescription d'antidépresseurs. En tant que psychiatre reconnu dans toute l'Europe, son rôle est d'alerter sur les changements de personnalité induits par ces pilules. Certaines personnes qui prennent des antidépresseurs se sentent différentes. Elles n'ont pas l'impression d'être elles-mêmes. Et après plusieurs nuits sans dormir et une certaine agitation intérieure, ces personnes deviennent violentes et se mettent facilement en colère. Et leurs proches diront « ça ne lui ressemble pas ». Ça s'est produit de façon inattendue. On était sous le choc. On pense qu'elle est sortie de la maison vers 10 h du matin. Elle s'est rendue à la voie ferrée près du viaduc, elle s'est ensuite allongée sur les rails et elle a laissé le train lui rouler dessus. Monika Krantz, la mère de Berit, prenait du Zoloft depuis 7 jours lorsqu'elle s'est suicidée. Elle venait de préparer ses affaires de sport. Pourquoi se serait-elle jetée sous un train? Pourquoi n'a-t-elle pas laissé de lettres? Ces escaliers représentent l'avancée majeure d'un combat qu'elle mène depuis 7 ans avec son avocat contre l'un des plus grands groupes pharmaceutiques au monde. Ce sont tous les documents liés à l'affaire. Tout ça. On a d'autres dossiers à l'étage. Toutes ces boîtes concernent votre mère. Berit a cherché une explication au geste de sa mère en contactant le médecin qui lui avait prescrit le Zoloft. Le docteur était convaincu qu'il n'y avait aucun effet secondaire et que ces médicaments étaient sans danger, comme une aspirine à la framboise. Je ne suis pas médecin, mais pour quelqu'un qui est juste dépressive, ou peut-être qu'elle ne l'était même pas, qu'elle avait juste peur de le devenir, on n'a jamais bien compris. Mais en y regardant de plus près, on a trouvé des preuves. 7 ans plus tard, le résultat de sa requête se trouve ici. Il y a tellement de classeurs que son avocat a été contraint de les entreposer dans son sous-sol. Pfizer, le fabricant, s'est vu obligé de fournir des milliers de documents à son avocat. Parmi eux, des rapports écrits par des médecins et adressés à la société, faisant état de possibles liens entre la prise de Zoloft et les envies suicidaires de leurs patients. Ce sont tous les cas de suicide et de tentatives de suicide signalés. Chaque page traite d'une personne. Ici, on a une personne de 55 ans. Ici, une autre de 44 ans. En tout, ce sont presque 15 000 requêtes de médecins alarmés.
S'inquiète-t-il pour rien? Le docteur Müller est un éminent spécialiste allemand. Il prescrit des antidépresseurs, mais uniquement à ses patients les plus gravement atteints. C'est à la fois stupéfiant et paradoxal. Mais il n'en reste pas moins qu'un médicament prescrit pour limiter les pensées suicidaires peut, dans certains cas, procurer des envies de suicide. Voilà le paradoxe. Dans chacun de ces milliers de rapports, Pfizer donne des variantes d'une même réponse. Il n'existe aucun lien entre le Zoloft et le suicide du patient. Nous aurions voulu interroger Pfizer sur ces rapports, mais la société nous a renvoyés au cas de la mère de Berit, précisant qu'elle ne commentait pas les affaires en cours. Concernant le risque de suicide, Pfizer nous a répondu que les résultats positifs des patients sous Zoloft comptaient plus que les effets négatifs dont souffre une poignée de personnes. Si on avait su, on aurait fait plus attention. On ne se serait pas dit, oui, bien sûr, prends ce médicament contre la dépression. Quand vous savez qu'un traitement ne marche pas ou qu'il peut avoir des effets négatifs, vous ne le prenez pas. Ce qui a fait le succès des antidépresseurs, c'est la capacité des fabricants à donner une image positive du médicament. Non seulement auprès du public, mais surtout auprès des médecins. Quand on vend des antidépresseurs à un médecin, on est un peu la réponse à tous les problèmes. Vous trouvez une solution pour les médecins dont les patients sont difficiles à traiter, qui ont le cafard, qui sont déprimés. Et non seulement on résout le problème des malades, mais aussi celui du médecin. Vous savez, on vend du bonheur, on vend une émotion. C'est comme une photo d'un rêve. Comme si quelqu'un avait pris des clichés de mon esprit pendant que je rêvais. Ce n'était pas moi. Je n'avais jamais vu ces photos. Kevin était un petit garçon joyeux, énergique, drôle, intelligent. Peut-être pas aussi sérieux à l'école qu'il aurait dû, mais... Non, continue avec les compliments, ça m'allait bien. Les psychotropes sont généralement prescrits par des psychiatres. Pourtant, aujourd'hui, 70 à 90% des antidépresseurs sont prescrits par des médecins généralistes. Lorsque Kevin McShane a commencé à éprouver de l'anxiété, la personne qui a rédigé son ordonnance était infirmière. Après 15 ou 20 minutes d'entretien, elle m'a expliqué que, d'après elle, les antidépresseurs m'aideraient à aller mieux. Je n'ai pas cherché plus loin. Je me suis peut-être dit que je n'en avais pas besoin, mais pas que quelque chose de grave arriverait. Qu'est-ce qui aurait pu arriver de pire? C'est ici que j'ai grandi. Je n'ai jamais manqué d'argent, au contraire. Quelque part, j'ai baigné dedans. Donc, ça n'avait pas de sens pour moi de voler de l'argent. Je n'ai pas volé pour ça. Combien vous avez reçu? Probablement autour de 1500. Pas beaucoup.
Au-delà des vols, c'est la manière dont ça s'est produit qui était bizarre. J'étais détaché. Après les avoir volés, je leur ai demandé si je pouvais leur serrer la main. Des personnes sont entrées pendant le vol pour acheter un truc et je les ai laissés partir. Pendant les 3 semaines où il était sous Paxil, Kevin a commis 8 vols à main armée et fait 2 tentatives de suicide. Il n'avait aucun antécédent de violence. Non seulement son anxiété et sa concentration ne s'amélioraient pas, mais ça empirait. Il semblait anéanti. Je m'enfonçais un peu plus dans le vide. J'étais inconscient. Je ne sentais rien. Je n'avais peur de rien. Puis ces pensées, ces réflexions se sont installées. Ça ne me serait jamais arrivé avant. Je n'aurais jamais pris un couteau pour aller voler la station-service du coin. Si vous donnez ces médicaments à un volontaire sain d'esprit, il peut devenir suicidaire, commettre un meurtre. David Healy, professeur de psychiatrie, a été l'un des premiers à étudier le lien entre les antidépresseurs et la violence. Il n'en prescrit que très rarement. Lorsqu'une personne prend des antidépresseurs, elle peut penser ou faire d'horribles choses sans être réfrénée par le sentiment d'anxiété qui, normalement, vous empêche de faire de telles choses. Elle ne pense pas aux conséquences de ses actes. C'était tout à fait naturel. Je ne pense même pas avoir senti mon cœur s'accélérer pendant que je volais. J'ai commis un 9e vol. J'avais été libéré sous caution pour les 8 premiers. J'étais d'accord pour faire 6 ans de prison. Je prenais encore du Paxil. La police m'a intercepté, je me suis enfui. Ils m'ont poursuivi pendant 20 minutes, je me suis planté un couteau dans le cou et j'ai essayé de me tuer, sans réfléchir à ce que je faisais. Je n'ai jamais imaginé commettre un vol, et encore moins passer à l'acte. Jamais. Ça ne ressemblait pas à la personne que je suis et que j'ai toujours été, à part quand je prenais du Paxil. Pendant des années, les spécialistes ont étudié le lien entre la prise d'antidépresseurs et l'hyperactivité qui peut en découler. Ce phénomène assez courant s'appelle syndrome d'activation. Ce syndrome d'activation touche 10 à 15% des patients. Ce sont eux qui peuvent présenter un risque accru de comportements autodestructeurs, de pensées suicidaires, d'hostilité, de violence et d'agressivité. Étonnamment, ces effets secondaires apparaissent très rapidement. Les médecins qui prescrivent ces médicaments doivent redoubler de vigilance. Les difficultés que rencontrent ces personnes, leur comportement suicidaire ou agressif, surviennent dès les premières semaines, pas lorsqu'elles sont sous traitement depuis quelque temps. Lorsque David Crespi a tué ses filles, il était sous Prozac depuis 7 jours. Je me souviens avoir joué à un jeu de société avec mes enfants. C'était bizarre, il était incapable de tenir en place. Il n'était même pas assis, il se tenait debout et jouait. Le simple fait de bouger les pions me perturbait. Mais il continuait d'essayer. Il s'approchait, prenait une carte et essayait de bouger son pion. Je n'arrivais pas à rester assis. Puis il se mettait à marcher jusqu'ici. Et puis je m'éclipsais. Les enfants continuaient de jouer et lui demandaient « Tu viens jouer, papa ?»
C'était très bizarre. Ce n'était pas logique qu'il fasse les 100 pas au lieu de rester avec nous comme il le faisait d'habitude. Je ne supportais pas le bruit. Le brouhaha quand les gens parlaient. Les antidépresseurs peuvent provoquer de l'irritation et de l'impatience, pas seulement physique, mais aussi mentale. Je me rappelle que mon esprit partait dans tous les sens. Ça venait comme ça, une pensée, puis une autre, et encore une autre. Mes pensées défilaient. Elle était préoccupée et n'arrivait pas à dormir. Elle n'était vraiment pas bien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais mal à l'aise, perturbé. J'avais envie de pousser quelqu'un dans les escaliers. Je n'arrivais pas à rester assis. En pleine crise d'angoisse, vous commencez à penser à des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé. À un moment, je me suis dit que ces pensées n'étaient pas réelles. Il peut s'agir de pensées suicidaires ou d'un comportement agressif. Il parlait et à un moment il a dit « Vous ne trouvez pas que la vie est trop dure pour continuer, des fois ?» C'est insensé, ce n'est pas ce que je pense. Le patient développe un sentiment de détachement total. Je ne pense pas comme ça. Les antidépresseurs font taire vos émotions. La plupart du temps, c'est une bonne chose. Ils vous désensibilisent. Un peu comme un antidouleur, mais avec les émotions. Le problème, c'est qu'ils peuvent avoir des conséquences imprévisibles. J'ai appuyé sur la détente et j'ai tiré à l'arrière de la tête. Je n'aurais jamais fait ça. Et je l'ai fait comme si c'était naturel. Elle s'est ensuite allongée sur les rails et elle a laissé le train lui rouler dessus. C'était tout à fait naturel. Ça ne me semblait pas plus mal qu'un vol à l'étalage. Vous êtes dépourvu de conscience morale. Et vous faites des choses que vous ne feriez pas en temps normal. Vous ne mesurez plus les conséquences. Une fois, on a emmené Dylan à ses cours de batterie. David ne voulait pas rentrer dans la voiture, il répétait « Il faut qu'on sorte, il faut qu'on sorte ». Alors on est sortis et on a marché. Il voyait des gens qui n'étaient pas là. « Il y a des gens qui nous veulent du mal, il faut qu'on retourne à la voiture, retournez la voiture, rentrez ». Ces médicaments peuvent vous rendre psychotique. Vous pouvez entendre la voix de Dieu vous dire « Tue cet homme ». Je croyais que le calendrier me parlait. Je voyais des araignées descendre de leur fil. J'étais fou. Il paraît que j'aurais crié « Je suis fou ». Je suis allé voir le médecin et je lui ai dit « J'ai peur d'avoir fait du mal à quelqu'un ». Et il m'a répondu « Vous êtes trop empathique pour ça, c'est la dépression qui parle ». Personne ne m'a jamais dit que c'était peut-être à cause du traitement. It's a whole new world, a dazzling place I never been. When I'm way up here, it's crystal clear. I can't go back where I used to be. Service d'urgence, j'écoute. Est-il possible qu'une ordonnance soit responsable de la mort de ces petites filles? Nous aurions aimé poser la même question au fabricant du Prozac, Eli Lilly. Mais le groupe a décliné la demande d'interview. Dans sa réponse écrite, le groupe affirme que les comportements violents sont regrettables, mais insiste sur le fait qu'ils peuvent aussi bien se développer chez les individus sous psychotropes que chez ceux qui n'en consomment pas. Cet homme prenait des antidépresseurs lorsqu'il a commis un meurtre. Pour la première fois, des chercheurs ont réalisé une étude afin de savoir si, dans ce cas, il y avait un lien entre l'agression et les antidépresseurs. C'est une première pour moi. Pour un scientifique qui a étudié les ISRS, l'agressivité et le suicide pendant aussi longtemps, c'est une avancée extraordinaire qu'un juge décide de faire la lumière sur ce problème.
C'est derrière ces murs qu'un juge a pris une importante décision. En 2011, la Cour suprême néerlandaise a demandé à ce qu'une étude scientifique soit menée sur les pulsions meurtrières liées à la prise d'antidépresseurs. C'est son avocat, Ali Vesterus, qui est à l'origine de cette requête. En tant qu'avocate de la défense, elle a défendu des douzaines de criminels violents. Mais lorsqu'elle a rencontré son client, elle a immédiatement compris que l'affaire était différente. C'était juste un homme effondré qui entrait dans mon bureau. Il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Il ne savait même pas qui était mort. C'est moi qui le lui ai appris. Il ne le savait pas. Le 2 février 2008, une fusillade s'est produite dans la petite ville de Arkema, dans le nord des Pays-Bas. Armé d'un vieux pistolet, Willem Itzardi a attaqué et blessé 2 voisins, dont les enfants dormaient à l'étage. Il s'est ensuite dirigé vers une maison voisine et il a tiré sur une femme qui tentait de s'échapper par le toit. Personne ne pensait qu'il était violent. Il était apprécié de tous. Il est impossible qu'un mari attentionné, présent pour sa famille, ses enfants, se transforme en machine à tuer. Il a dû se produire quelque chose, autrement c'est impensable. La Cour a retenu les témoignages de moralité des proches. Mais elle a demandé des preuves scientifiques. Des professeurs de psychiatrie ont mis au point une stratégie. Pendant 2 mois, ils ont donné aux détenus soit un placebo, c'est-à-dire un cachet dénué d'effet, soit un antidépresseur, mais sans lui dire ce qu'il avalait. Les scientifiques avaient un accès illimité à la prison. Ils ont créé des situations sans l'en informer, ils ont joué avec lui, l'ont induit en erreur. Ils l'ont poussé et l'ont humilié dans le but de mesurer son niveau d'agressivité. Ce rapport de 50 pages détaille l'étude et ses étonnantes conclusions. Les antidépresseurs l'ont poussé à commettre une agression. C'est la première fois dans une affaire de meurtre qu'une relation antidépresseur-agressivité a été établie. Ce rapport ne constitue qu'une partie d'un des plus larges tests de personnalité présentés à la Cour. En voici les conclusions. Il est très probable que l'incident n'aurait pas eu lieu si l'individu en question n'avait pas pris les médicaments. C'est une première pour une cour d'ordonner une étude scientifique comme celle-ci. Les résultats ont confirmé l'hypothèse de départ. Chez certains individus, les ISRS, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, peuvent entraîner un comportement très agressif qui peut provoquer des pulsions meurtrières. Personne ne peut remonter le temps et apporter la preuve irréfutable de ce qui s'est passé dans l'esprit d'Itzardi cette nuit-là. Avec son avocat, ils sont toujours en attente de la décision de la Cour suprême néerlandaise. Des réductions de peine ont déjà été accordées à des tueurs ayant consommé des antidépresseurs, notamment en Australie, aux États-Unis, aux Pays-Bas et au Canada. Ce Canadien âgé de 15 ans, Seth Ottenbright, a été tué sans aucune raison par l'un de ses amis proches. La Cour a rendu un verdict pour le moins surprenant. Sans la prise de Prozac, le meurtre n'aurait pas eu lieu. 11 jours après avoir augmenté la posologie, il tuait son ami.
Il avait des carences provoquées par le Prozac. C'est la conclusion de la Cour. La peine d'emprisonnement à perpétuité pour le meurtre de cet adolescent a été réduite à 5 ans dans un établissement pour mineurs, dont 3 années ferme. Voici les conclusions du juge. Il y avait des preuves médicales et directes concrètes attestant que le Prozac avait modifié son comportement et son jugement, ce qui atténuait sa responsabilité morale. Il n'a pas essayé d'échapper à ses responsabilités. Nous avons expliqué ce qui avait motivé son acte. Et la Cour a jugé que le meurtre était une conséquence directe de la prise de Prozac. « 15 ans après l'autorisation de mise sur le marché du Prozac et des autres médicaments de la même catégorie, les notices ont été modifiées. Aujourd'hui, certaines notices mettent en garde contre les risques d'agression et de suicide chez les adultes. Mais à présent, il existe aussi une mise en garde des mêmes risques pour les enfants et les adolescents. Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps? Et depuis combien de temps les fabricants sont-ils au courant que les antidépresseurs peuvent entraîner un comportement agressif? Les documents et les archives d'une société sont généralement confidentiels et interdits aux journalistes et au public. On aurait pu ne jamais découvrir ce que les fabricants savent et depuis combien de temps ils le savent. Nous nous sommes procurés certains documents concernant le Prozac qui paraissent pour la première fois ici. Ils révèlent que peu après sa mise sur le marché, les cas de suicide et d'agression ont fait l'objet de discussions internes animées chez Eli Lilly. Je ne pense pas être en mesure d'expliquer aux autorités allemandes, à un juge, à un journaliste ou même à ma famille pourquoi nous faisons ça, surtout sur un sujet aussi sensible que le suicide. L'auteur de ce courriel s'appelle Hans-Joachim Weber. À l'époque, il était directeur médical de la filiale allemande. Eli Lilly lui a conseillé de ne pas apparaître dans le reportage. Mais il a accepté d'expliquer comment la firme a minimisé les risques de suicide. J'étais extrêmement préoccupé. Je voulais m'assurer que le groupe agissait correctement. Je ne savais pas s'il y avait quelque chose qu'il voulait garder secret. Le groupe Eli Lilly avait reçu des rapports rédigés par des médecins suggérant un lien entre les tendances suicidaires de leurs patients et le Prozac. La question du lien entre antidépresseurs et tendances suicidaires a joué un rôle majeur à l'époque. C'était sans nul doute une période très intense, avec des discussions très intenses. Il faut dire qu'il y avait énormément d'enjeux. Un autre courriel confidentiel nous a appris que le possible lien entre les antidépresseurs et un comportement agressif ou suicidaire alarmait les plus hautes autorités. Aux États-Unis, le président du groupe avait même écrit à la filiale britannique. Lilly peut s'effondrer si on perd le Prozac. Un scandale au Royaume-Uni et c'est fini. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons créé une situation où les fortunes des groupes pharmaceutiques dépendent d'un ou de 2 médicaments phares. Si le médicament ne se vend plus, la société s'effondre. Mais la maison mère a trouvé la solution. Ne plus parler de décès par suicide, mais de décès par overdose. Nos employés du service santé sont venus me trouver et m'ont dit « Cette codification ne correspond pas à ce que nous avons ». J'y ai jeté un œil, puis j'ai informé mon supérieur de l'erreur que j'avais trouvée. Et je lui ai dit que j'en informerais aussi le siège. Le lendemain, la maison mère était mise au courant. Je ne pense pas être en mesure d'expliquer aux autorités allemandes
à un juge, à un journaliste ou même à ma famille ce qui se passerait. Tant que les industries pharmaceutiques dissimuleront des données, ce qu'elles font et continuent de faire, les médecins n'arrêteront pas de prescrire des médicaments qui ne marchent pas et qui peuvent même être dangereux. Et c'est intolérable, c'est absolument inacceptable pour nous. On n'a pas pensé un seul instant que ça pouvait être dangereux, car on nous a assuré qu'il en avait besoin. Je n'ai jamais imaginé que ça pourrait poser problème. Les campagnes de publicité ciblant les enfants et les adolescents ont contribué au succès des antidépresseurs, bien que la plupart ne soient pas conseillés pour leurs enfants. Il ne faut pas oublier qu'on était dicté par deux sortes de règles. D'abord, sauvegarder les apparences auprès du gouvernement et du public. Puis, il y avait les règles tacites, clairement énoncées lors des réunions, qui consistaient à faire du chiffre. Autrement dit, si vous ne vendiez pas des antidépresseurs, vous risquiez le licenciement. C'était à nous de choisir. Il a commencé à avoir quelques problèmes. Puis on l'a remis sous traitement et c'est là que les choses se sont sérieusement dégradées. C'était l'escalade. Pendant des années, Blair Hamrick a vendu ses médicaments pour les enfants. L'équipe commerciale de sa société, GlaxoSmithKline, s'est rendue dans l'Idaho, là où habite Chris. Puis un heureux événement a bouleversé sa vie. Je suis devenu père. J'ai eu un fils. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, et si un médecin lui prescrivait des antidépresseurs? Ces médicaments ne sont pas approuvés pour les enfants de moins de 18 ans. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que ça favorise les comportements suicidaires ou violents. C'est vraiment lorsque mon enfant est né et que je me suis mis à la place des autres parents que j'ai compris. J'aurais été furieux si un médecin avait voulu mettre mon fils sous antidépresseurs. J'aurais été vraiment furieux. Mais comment les entreprises ont-elles obtenu l'approbation pour un médicament aux effets secondaires mal connus? Nous avons décidé de regarder de plus près le processus d'agrément du Prozac qui date de 1980. Eli Lilly voulait que son nouveau produit soit rapidement mis sur le marché, notamment parce qu'il promettait de rapporter énormément. L'entreprise a choisi l'Allemagne pour ouvrir la voie au Prozac en Europe. Elle a donc formulé une demande d'agrément. Mais en 1984, un problème est survenu. L'Allemagne n'a pas approuvé le Prozac. Les autorités sanitaires craignaient un risque accru de suicide, d'anxiété et d'inefficacité, et estimèrent que le Prozac était absolument inapproprié pour le traitement de la dépression. Un sérieux revers pour Eli Lilly et le Prozac. Les autorités n'ont pas jugé le médicament efficace. Ça aurait paru étrange de dire « les autorités allemandes le refusent car il est dangereux ». Ça aurait fait mauvaise impression. Mais il y avait autre chose. Le refus de l'Allemagne entravait la demande d'agrément aux États-Unis, le plus grand marché de produits pharmaceutiques au monde. Les autorités étaient atterrées de voir que le médicament ne semblait pas efficace et elles s'inquiétaient des risques de suicide ou de violence chez les patients. C'est pour cette raison que les examinateurs de la FDA ont refusé. La FDA, l'autorité chargée d'homologuer les médicaments aux États-Unis, a demandé à Eli Lilly d'expliquer le refus de l'Allemagne. À cette époque, Hans-Joachim Weber travaillait pour la maison mère.
il a pu directement voir comment la société a contourné le problème. La FDA s'est vue remettre une version des faits irréprochable. Eh bien oui, bien évidemment. Nous devions transmettre toutes les informations aux autorités compétentes. Ce qui signifiait aussi informer la FDA de ce qui se passait en Allemagne quant aux réticences manifestées. Et Eli Lilly n'a pas averti la FDA que l'Allemagne estimait le Prozac totalement inapproprié pour le traitement de la dépression. Au lieu de ça, le groupe a affirmé qu'il avait fait la lumière sur les doutes qui subsistaient et que les autorités allemandes n'avaient plus contacté Eli Lilly au sujet de préoccupations diverses. La FDA n'a pas cherché plus loin et a approuvé en 1987 l'utilisation du Prozac aux États-Unis. Nous aurions aimé interroger Eli Lilly à ce sujet, mais le groupe a refusé notre invitation. Dans une réponse écrite, l'entreprise souligne le fait que le Prozac a été approuvé dans le monde entier, tout en affirmant que les conditions d'homologation avaient évolué et que le produit répondait aux normes les plus strictes. Nous nous consacrons à la recherche pharmaceutique. Nous créons des médicaments qui sauvent des vies, qui améliorent votre santé, qui vous rendent tout simplement la vie plus facile. Une nouvelle ère s'amorçait à grand renfort de matraquage publicitaire. Le problème était simple. Il ne s'agissait que d'un déséquilibre chimique dans le cerveau. C'est surtout Eli Lilly qui a formidablement simplifié le problème initial. La dépression est causée par 2 protéines de sérotonine. C'est totalement absurde. Les compagnies pharmaceutiques s'en sont servies pour faire du chiffre sans en apporter la preuve. Ça n'a aucune valeur scientifique. Ce sont des inepties, des absurdités. C'est faux. Mais ça a fonctionné. On a pu le voir grâce aux chiffres, et pas seulement ceux d'Eli Lilly, mais aussi ceux de Pfizer et des autres sociétés. David Crespi et des millions de personnes ont pris des antidépresseurs en croyant qu'il fallait rétablir l'équilibre chimique dans leur cerveau. Mais si c'est faux, comment ces médicaments agissent-ils sur le cerveau ? Nous ne savons pas exactement comment ils agissent sur le cerveau. Nous ne connaissons pas leurs effets. Et pourtant, des millions de personnes en prennent. Lorsque l'on donne des antibiotiques, des bêta-bloquants ou des médicaments pour réduire le cholestérol, on en connaît les effets. Mais on prescrit des antidépresseurs à énormément de personnes sans savoir comment ils affectent le cerveau. C'est terrible. Ils cherchent à motiver les commerciaux pour les pousser à vendre, vendre de plus en plus. Lorsque GSK fait de l'argent, vous gagnez de l'argent. Plus vous vendez, plus vous gagnerez. Jetons un œil au pactole, ça vous plaît ? Tout le monde est gonflé à bloc. Vous pouvez sentir la ferveur, la foule en délire dans la salle. Tout le monde est surexcité, prêt à foncer. Qui veut devenir millionnaire ? Il y avait des groupes de discussion dans lesquels on évoquait des questions comme « Vous pensez quoi de la nouvelle technique d'approche ? On va se faire un paquet de fric. Comment on va aborder les médecins ? Qu'allez-vous leur dire ? Comment ça s'est passé la dernière fois ? Un tel n'était pas convaincu. Qu'est-ce qu'on va lui dire ? » Faites le calcul. Il y a des gens ici qui vont gagner une somme d'argent scandaleuse.
C'était mal. C'était absolument inacceptable. Ça allait à l'encontre de tous mes principes et de tout ce en quoi je crois. Mettre les gens en danger, ce n'était pas une façon de faire. J'ai lancé l'alerte sans même m'en rendre compte, car j'ai posé les mauvaises questions. Des questions comme « c'est légal ? Est-ce qu'on peut faire ça ?» Pendant plus de 2 ans, Blair Hamrick a fourni des documents au FBI et au ministère de la Justice qui révélaient que l'entreprise cachait intentionnellement les effets négatifs du Paxil sur les enfants. Après 5 longues années de lutte, le résultat fut à la hauteur. J'ai l'honneur de vous annoncer que le ministère de la Justice et le laboratoire pharmaceutique GlaxoSmithKline sont parvenus à un accord historique de 3 milliards de dollars. GSK a vendu le Paxil sous couvert d'informations erronées. Le laboratoire a encouragé l'utilisation du Paxil pour les enfants souffrant de dépression en mentant sur sa sécurité et sur son efficacité. Cette promotion illégale a mis les enfants en danger en leur faisant prendre des médicaments à l'efficacité très relative et qui augmentent les comportements suicidaires. C'est la plus importante décision en matière de soins de santé jamais prise dans l'histoire des États-Unis. S'ils font de la publicité mensongère, ils doivent payer des amendes colossales. Aux États-Unis, une amende d'1 milliard de dollars pour la promotion d'un médicament controversé, ce n'est pas inhabituel. C'est des cacahuètes pour des entreprises de cette envergure. Ce n'est vraiment rien. GlaxoSmithKline n'a pas souhaité prendre part à ce film. Mais le laboratoire a admis avoir fauté en commercialisant des antidépresseurs pour les enfants et les adolescents. Il nie toutefois avoir dissimulé les preuves des effets secondaires du produit. En outre, le groupe affirme avoir changé sa manière de faire et a su respecter des normes déontologiques rigoureuses. Ce sont tous les documents juridiques. Il y a 4 ans de documentation dans ces boîtes. Je ne peux pas les jeter. Elles sont porteuses d'un espoir d'une nouvelle décision de justice. Il y a de l'espoir. J'essaie de me dire que ça va s'arranger. On sait, mais il faut y croire. Il me reste un peu plus de 18 ans à faire. Ça fera 17 ans en novembre et... Comment dire ? J'ai hâte d'avoir purgé la moitié de ma peine. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je suis là.